Je vais vous parler de la santé à travers trois aspects. D'abord la question de la transition épidémiologique, ensuite la question de l'accès aux soins et enfin j'aborderai la question centrale de l'hôpital. Je veux commencer par le phénomène le plus important à mes yeux. La transition épidémiologique, le fait qu'aujourd'hui 60% de la mortalité mondiale soit liée aux maladies chroniques et non plus aux maladies infectieuses, ce qui suppose de changer l'organisation de nos politiques de santé. En réalité, en France, aujourd'hui, il y a 15 millions de malades chroniques, ce qui suppose de regarder ce que sont les facteurs risques qui pèsent sur la santé des Français et de construire des politiques qui permettent demain que les comportements individuels, comme les politiques publiques, évitent que ces maladies se développent. En réalité, en matière de santé, il est frappant de voir que l'on parle souvent de la maladie, quand nous devrions parler de la bonne santé, c'est-à-dire du bien-être. Et aujourd'hui, imaginer ce que doivent être les politiques de prévention, c'est d'abord concevoir les politiques de santé comme des politiques de bonne santé et des politiques de bien-être. J'insisterai donc sur 5 aspects qui me semblent importants en matière de transition épidémiologique. D'abord, la lutte qu'il faut poursuivre contre les addictions, je pense notamment à l'alcool et au tabac. Je suis très frappé de voir le résultat extrêmement positif des campagnes de prévention qui ont eu lieu dans l'éducation nationale, qui montrent que très tôt, quand des campagnes ciblent la consommation précoce de tabac, la consommation précoce d'alcool, elles ont des résultats et cette dimension éducative est absolument fondamentale. Il faudra, au-delà de ces addictions, alcool et tabac, considérer la question de l'alimentation. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai défendu un grand plan alimentation qui encourage aujourd'hui une alimentation qui soit une alimentation équilibrée, qui encourage demain une signalétique qui permette aux consommateurs de savoir exactement ce qu'ils consomment et de quelle manière avoir une alimentation justement équilibrée, qui favorise l'accès à l'alimentation bio, qui généralise l'accès au bio notamment dans la restauration scolaire. Bref, considérer aujourd'hui que l'alimentation c'est fondamental parce qu'à travers une bonne alimentation, ne pas manger trop sucré, ne pas manger trop gras, ne pas manger trop salé, on peut s'éviter des maladies qui sont des maladies importantes. Le troisième aspect sur lequel je voudrais insister, c'est la question des perturbateurs endocriniens. Audrey Pulvar, vous en avez parlé. D'un mot, oui, je considère aujourd'hui, je saluais le travail de Gérard Bapt qui a été précieux sur la question notamment du bisphénol A, que les phtalates, que les parabènes, que toutes ces substances toxiques qui aujourd'hui ont des conséquences sur le développement du système hormonal, accélèrent des pubertés précoces, accélèrent les maladies chroniques. Oui, il y a là une question de santé publique qui suppose un dialogue, sinon des pressions sur les industriels qui nous amènent demain à penser ce qu'il y a dans nos vêtements, à penser ce que l'on absorbe, à penser ce que l'on boit, etc., pour pouvoir avoir une action qui soit une action résolue sur les perturbateurs endocriniens, sur les pesticides. Là, il ne faudra pas avoir la main qui tremble dans ce domaine. Le quatrième aspect sur lequel je voudrais insister, c'est celui des particules fines, parce que là encore, je donne cet exemple, mais c'est assez frappant de voir que dans les écoles de nos enfants, pour ce qui me concerne, et beaucoup de parents, on leur dit qu'aujourd'hui, lors de la récréation, il ne faut pas courir dans la cour, parce que si on court, on tombe malade. En réalité, que nous n'avions jamais vécu parce que nous ne vivions pas sous un nuage de pollution atmosphérique. Là encore, il y aura des choix à faire en matière de politique publique qui suppose la fin du diesel, c'est-à-dire que plus un seul véhicule diesel ne soit mis en circulation à partir de 2025 et que l'on travaille à l'innovation pour permettre les alternatives à ce modèle-là. Et enfin, c'est la sédentarité. La sédentarité explique aujourd'hui un bon nombre de maladies chroniques. D'un mot, je suis favorable à ce que demain, il puisse y avoir un remboursement par la sécurité sociale d'une activité physique aménagée ou adaptée pour tout malade chronique dès lors qu'un médecin l'a prescrit et dès lors que ça améliore le bien-être. Plus généralement, je suis favorable à ce que nous ayons une vraie culture du sport-santé qui, dès l'école, jusque dans les administrations, les entreprises, les hôpitaux et les EHPAD, fasse en sorte que cette activité physique, même légère, contribue au bien-être de nos compatriotes. Les deux derniers aspects que je voulais développer avec vous sont, au-delà de cette transition vers un modèle qui parle de prévention. Et pitié, qu'on arrête avec les grands mots je ferai des états généraux de la santé, pourquoi pas un Grenelle de la santé, etc. etc. Il y a aujourd'hui des choix extrêmement clairs que nous connaissons. De l'environnement. Non, mais je pense que nous connaissons tous les diagnostics. Et nous sommes abondamment alimentés par l'Académie de médecine, par les scientifiques, pour faire les bons choix. Il s'agit aujourd'hui de prendre le tournant de la santé environnementale, et je crois que c'est un tournant absolument clé. Le deuxième sujet, c'est l'accès aux soins. Très rapidement, monsieur. D'un mot, l'AME, ou l'automatisation de l'accès aux droits pour la CMU-C, ou l'aide complémentaire santé pour les plus pauvres. Ça me paraît
une priorité. Et moi, je sortirai du régime dérogatoire qui est celui de l'AME pour l'intégrer à la protection universelle maladie. Je pense qu'il y a là un choix qui relève de l'efficacité des politiques de santé. On me parle d'appel d'air pour les migrations. Moi, je vous dis, document à l'appui, que sur le VIH et sur le sida, ce sera efficace, ça a été efficace, et que c'est une des meilleures manières de faire des diagnostics précoces, de prendre en charge des maladies et d'améliorer le niveau sanitaire global de la société. Deuxième sujet, sur l'accès aux soins, les déserts médicaux. Peut-être y répondrai-je tout à l'heure dans les questions qui me seront posées, donc je renvoie cela à tout ça. Mais je veux invoquer un autre sujet alors, sur l'accès aux soins. Pardon, mais ce sont les médicaments coûteux. Les médicaments coûteux, nous avons aujourd'hui un système qui fixe les prix, non plus tellement en fonction des coûts de production, mais au fond, même si c'est un non-dit, en fonction de la propension à payer des gens. Oui, pour un certain nombre de médicaments, on se souvient des médicaments sur l'hépatite C ou une mise sur le marché à 60 000 €. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas mourir et parce qu'on est prêt à payer très cher pour cela. Bien, je pense que demain, dans la renégociation de ces prix, il faudra se doter des moyens justement de pouvoir les faire baisser. Et pour cela, il y a un instrument, c'est un peu l'arme ultime, mais c'est la licence d'office, la possibilité de génériquer une molécule dès lors qu'on considère que les prix de mise sur le marché sont exorbitants et ne correspondent pas à la réalité des coûts de production. Je termine d'un mot, puisque j'évoquais l'accès aux soins, je ne finirai pas sans parler d'hôpital, pas simplement pour parler des pathologies psychiques liées au travail chez les personnels soignants comme chez les personnels administratifs. Il faut revoir le financement de l'hôpital et de la T2A. Un certain nombre d'actes peuvent continuer à être financés selon la tarification à l'acte telle qu'elle existe, mais d'autres pas. Je ne sais pas comment aujourd'hui, quand on est confronté à une cirrhose par exemple, comment on fait en sorte de tarifier à l'acte là où la durée, la prise en charge des patients ne correspond pas aux règles que l'on peut connaître jusqu'ici, que la durée moyenne de séjour a besoin de s'allonger. Nous avons besoin de repenser l'hôpital aussi en fonction de la réalité, de cette réalité-là. Et pour ce qui est de l'hôpital, je ne terminerai pas en ne disant pas qu'il faut absolument améliorer carrière et organisation du travail. C'est à mon avis une des clés de l'amélioration du fonctionnement de l'hôpital. Pas simplement le financement de l'hôpital, mais aussi les conditions de travail des personnels soignants et administratifs.